Alors donc, si toutefois il y a des questions avant qu'on ne débute le cours d'aujourd'hui, questions de généralité ou encore sur ce qu'on a vu dans le cours passé, voilà, avant qu'on ne débute. Donc, nous sommes déjà dans notre dernier mois. C'était 3 mois de formation. Nous arrivons déjà à thème de notre formation. Donc, profitez, n'hésitez pas à poser des questions avant qu'on ne débute. Sinon, on pourra débuter. Alors, des questions, sinon, on pourra débuter. Donc, merci déjà de me confirmer que tout le monde arrive à voir le cours qui est projeté. Le rôle de la CNSS et de la Carrefour dans la réparation des accidents de travail et maladies professionnelles. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, peut-être les questions reviendront un peu plus tard. En tous les cas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, poser votre inquiétude pour qu'ensemble, on puisse entrer dans les détails afin de faciliter la compréhension de tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter autour du rôle de la CNSS et de la Carrefour dans la réparation des accidents de travail et maladies professionnelles. Alors déjà, pourquoi il faut parler aujourd'hui de la CNSS? Pourquoi nous, à notre niveau, en tant qu'institut de formation, nous avons décidé déjà d'introduire ce module-là pour les superviseurs HSE? Parce que le plus important pour ce module, l'objectif assigné à ce module, ce n'est pas vraiment d'être gestionnaire des ressources humaines, ce n'est pas d'être un juriste, mais le plus important, c'est de connaître réellement quelles sont déjà les difficultés qu'en tant qu'employeur, il peut y avoir autour de la santé, sécurité au travail. Et aussi connaître les différents éléments qui engagent la responsabilité de l'employeur sur la santé et sécurité au travail. Quelles sont les différentes parties prenantes qui œuvrent aujourd'hui dans la protection de nos travailleurs? Quand on va parler d'accident de travail, c'est quoi réellement? Quand on va parler de maladie professionnelle, c'est quoi réellement? Quelles sont les conséquences liées aux accidents de travail et maladies professionnelles pour nos différentes entreprises? Quand on sait que le HSE a la pleine responsabilité de veiller sur la santé, la sécurité de ses travailleurs, de s'assurer que le matériel, les équipements soient aussi à l'abri et veiller à ce que leurs activités aussi n'aient pas un certain impact sur le volet environnemental. Donc, voici un peu le thème tout duquel on pourra beaucoup discuter aujourd'hui, voilà, durant donc cette séance. Alors, avant de débuter, je rappelle toujours, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ouvrez votre micro et posez toutes vos questions. Alors, donc, je profite, commencer par M. Soré. S'il y a des questions, allez-y. Ah, Non, formateur, mon niveau, c'est bon, je n'ai pas de questions pour le moment. OK. Alors, déjà, si quelqu'un peut nous aider avec la définition de la CNSS ou de la Carrefour. Donc, c'est un cours qui se veut interactif. Donc, on pourra mieux échanger et mieux apprécier le contenu ensemble. Alors, définition de la CNSS
ou de la Carrefour. Donc, nous sommes 10 en ligne. Alors, monsieur Élisée Guigma, vous allez. Bon, Je si pense vous me... que, OK. oui, je pense que la CNSS, c'est, disons, une caisse nationale de la sécurité sociale, si je ne me trompe pas. Caisse nationale de la sécurité sociale. Ouais. Merci, monsieur Élisée Guigma. Une autre personne pour la Carrefour. OK. Pour moi, la Carrefour, c'est la caisse autonome de retraite des fonctionnaires. La caisse autonome De retraite des fonctionnaires. de retraite des fonctionnaires. Alors donc, c'est essentiellement ça. Et maintenant, quel est le rôle d'après vous? Comment vous appréhendez la CNSS? Comment vous appréhendez la Carrefour? Quel est le lien de ces deux parties prenantes liées à la santé et sécurité là, avec nous, HSE? La question est posée sinon, voilà, comment vous appréhendez voilà, le rôle de la CNSS et de la Carrefour dans le monde du travail? Monsieur Soré, sinon, je pense que le nom il est resté. Et pour moi, la CNSS comme la Carrefour, c'est pour assurer euh, la retraite des fonctionnaires d'une manière générale, euh, la santé et la sécurité des fonctionnaires d'une manière générale. Absolument. Mm. Alors, merci, monsieur Soré. Une autre proposition, comment vous appréhendez leur rôle dans le monde du travail? Je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. C'est monsieur Élisée, allez-y. Bon, je rejoins M. Solé en disant que euh, la Caisse nationale de sécurité sociale vient en tant que, je vais dire, en tant que inspection, ou soit ça fait partie des services d'inspection qui vont en tout cas euh, venir s'occuper, bon, jouer le rôle de protecteur entre les employés et l'employeur. Entre les hommes. Et ouais, bon, c'est et comment on appelle ça? La Carrefour, ça c'est pour assurer carrément la retraite des employés. C'était mon idée. Alors, merci, monsieur Élisée Guigma. Alors, une dernière intervention, une dernière appréhension déjà du rôle de la CNSS et de la Carrefour dans le monde du travail. Pour moi, c'est d'une manière générale, c'est pour assurer la protection sociale des travailleurs du secteur public et du secteur privé. Moi, pour moi, c'est ce que je vois. Merci. C'est ça. Alors, merci, monsieur Soré, pour votre intervention. Ça me permet encore de toujours poser une question. Donc, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour eux de venir protéger la santé et la sécurité des travailleurs? Pourquoi? Pourquoi c'est important pour eux de veiller à ce que tous les travailleurs soient en sûreté, soient protégés? Pourquoi? Et pour moi, c'est qu'un employé qui socialement est stable et peut bien mener à bien son travail. D'accord, merci, monsieur Soré.
Merci, Monsieur Soré. S'il y a toujours une... Allez-y, Monsieur Guigma. Bon, pour moi, je pense aussi que c'est pour que l'entreprise reste toujours en bon terme avec l'État. Et pour que, en tout cas, l'entreprise ne soit pas en contre-feu, comme vous l'avez si bien souligné précédemment avec les lois de l'environnement et tout ça. Merci. Ça. Alors, merci, Monsieur Guigma. Alors, donc, c'est essentiellement tout ce que vous avez dit. Alors, déjà, quand on parle de la Caisse nationale de sécurité sociale ou encore de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, l'objectif déjà premier, déjà, c'est de initier déjà dans le monde du travail. Quand on sait qu'à la base, toute entreprise, tout business qui était mis en place, l'objectif premier, c'était de gagner l'argent. Donc, comment on faisait pour gagner l'argent? Le facteur humain qui tournait autour de la rentabilité financière des entreprises était beaucoup négligé. Et donc, pour chaque investisseur, pour eux, j'ai investi 1000 francs. Il faudrait que, à un certain niveau, mes 1000 francs en puissent devenir 10 000, etc., etc. Donc, c'était uniquement basé sur le profit et le gain financier. Et donc, après, on a compris que plus l'entreprise avance et plus les travaux avancent, plus les processus deviennent assez dynamiques. Il y a un facteur essentiel qui est le moteur d'avancement de toute entreprise et c'est le facteur humain. D'où l'avènement de la gestion des ressources humaines pour pouvoir gérer ce compartiment-là qui est aussi précieux même pour l'actionnaire. Parce que si, quelle qu'en soit votre bonne volonté, quelle qu'en soit votre bonne vision, si vous n'avez personne sur qui compter pour travailler, naturellement, l'argent ne va pas entrer. Donc, parce que si vous prenez un billet de 10 000 francs, vous le mettez sous votre matelas, s'il n'y a pas la main d'une personne là-dessus, vous allez revenir 10 ans après, ça sera le même billet de 10 000. Et c'est lorsque vous avez une idée et que, à travers l'organisation, en ajoutant le facteur humain qui a un certain déclic, donc on a commencé à comprendre le rôle fondamental du facteur humain là. Et après, beaucoup d'accidents sont survenus dans le monde, dans beaucoup d'entreprises, et sachant que l'État est le premier garant de la sécurité de chaque population, l'État commence à se dire, mais tiens, les entreprises paient des taxes, ils créent. Donc, il faudrait que nous aussi, en tant que, déjà que nous avons cette responsabilité de veiller sur la santé, la sécurité de la population, il faut maintenant que nous, en tant qu'État, on puisse jeter un coup d'œil sur les activités de ces entreprises qui opèrent sur notre territoire. Parce que si les hommes sont lésés, naturellement, ça aura aussi un impact sur la société. Et c'est comme ça, au vu de tous les sinistres qui sont arrivés dans le monde, l'État commence à rentrer, à commencer à s'imposer. Commençons donc maintenant à encadrer l'activité de ces entreprises-là en classant les entreprises en fonction de leurs risques auxquels ils exposent leurs travailleurs. Parce que quand on revient dans le code du travail, le salaire, c'est la contrepartie d'une activité professionnelle moyennant une certaine rémunération exercée sous l'autorité d'une personne morale ou physique qu'on appelle employeur. Donc la partie humaine même ne rentre pas en compte. Donc, travaillons à protéger ce facteur humain-là, parce que c'est son activité professionnelle qui vient monnaie pour avoir son salaire. Moi, aujourd'hui, tu me payes peut-être 100 000 ou 200 000. C'est peut-être pour pouvoir remplir tous les bidons d'eau. C'est juste ça. Donc, je monnaie mon activité professionnelle pour qu'en contrepartie, vous me payez. Mais le facteur humain, ma personne qui va s'instincter durant toutes ces années de travail-là, ne rentre pas en ligne de compte. Et donc, l'État fait sortir des décrets, l'État fait sortir des directives pour contraindre ces entreprises-là à s'assurer que tous les travailleurs puissent être en santé, en sécurité. Donc, en mettant maintenant des garde-fous
sur ces différentes entreprises-là. Donc, il va falloir que vous commenciez à identifier tous les risques auxquels vos potentiels employés sont exposés, les informer des risques auxquels ils seront confrontés dans l'exécution de leurs tâches et de travailler à mettre en place un plan de prévention de sorte à les protéger, partant des équipements de protection individuels et collectifs. Et donc, toujours dans ce même sens, on commence à voir encore qu'il y a toujours un déficit. C'est vrai, on les paye, on n'a pas une mainmise forcément dans l'organisation. Alors, pourquoi pas aussi créer une action pour veiller sur le facteur humain qui s'installe et non sur l'activité professionnelle moyennant une certaine rémunération. Et donc, vient maintenant l'avènement de la CNSS pour parler de la Caisse nationale de la sécurité sociale et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires pour que la force qu'on a lorsqu'on rentre dans une entreprise, si on fait 20 ans, 30 ans d'activité professionnelle, on n'aura plus cette même force-là pour assurer notre vieillesse. Donc, faisons, impliquons le niveau de responsabilité de sorte à ce que l'activité professionnelle qui est moyennée ne puisse pas aussi avoir un certain impact sur la vie après activité professionnelle. Donc, d'où la venue de la Caisse nationale de santé, de la sécurité sociale et de la Carrefour. Alors donc, cette formation vise à mieux comprendre leur rôle, les responsabilités de chacune de ces institutions dans la réparation des préjudices subis du fait du travail. Alors donc, on va beaucoup plus parler du cadre légal, des procédures de déclaration et des prestations versées, ainsi que les mécanismes. Donc, parce qu'il est essentiel pour que chaque employeur, que ce soit agent public ou privé, tous les acteurs qui entrent dans le cadre d'une activité professionnelle puissent connaître leurs droits, leurs obligations, afin de garantir un monde professionnel beaucoup plus sain, agréable à tous, où chaque partie prenante trouve son compte. L'actionnaire vient, il investit dans le dit entreprise, il gagne ses chiffres, le travailleur vient pour son chiffre, mais sa personne ne rentre pas en ligne de compte. Donc, voici un peu ce qui rassemble ce module. Voici un peu les éléments sur lesquels on va parler parce qu'aujourd'hui, du début jusqu'à aujourd'hui, on a parlé beaucoup de santé et sécurité au travail. On a jugé bon de mettre ce module-là dans le plan de formation afin que chaque HSE puisse comprendre l'enjeu réel lié à la santé et sécurité. Alors donc, ça me permet aussi de poser encore d'autres questions. Je rappelle toujours, s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro à les poser. Et de mon côté, je vais poser encore des questions. Voilà, je vais poser des questions. En même temps, un rappel pour me rassurer que, déjà que nous sommes à thème, tout ce qu'on dit quand même reste. Donc, on a beaucoup parlé des enjeux liés à la santé et sécurité. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour répondre à la question. Quels sont réellement les enjeux liés à la santé et sécurité au travail? Donc, merci d'ouvrir votre micro et d'interagir beaucoup. Donc, ce cours se veut participatif, comme j'ai dit. Alors, donc, quels sont les enjeux réels liés à la santé et sécurité au travail? Ah, je vais essayer. Allez-y, essayez, monsieur. OK. D'abord, je dirais que le premier enjeu, c'est de protéger le travailleur. Il y a la santé et sécurité du travailleur, Oui, l'environnement et aussi les biens de l'entreprise. bien de l'entreprise. Ouais. Essentiellement ça, monsieur Bansé. Alors donc, déjà pour revenir, avant qu'on ne continue, voilà, donc il faut qu'on sache un peu, il y a ce qu'on appelle le rôle
de l'agent HSE dans une entreprise, et déjà qu'on va parler d'enjeux, c'est aujourd'hui pourquoi, quel argument vous pouvez mettre devant pour tout employeur de recruter un HSE? Qu'est-ce que l'entreprise gagne à recruter un HSE? Qu'est-ce que l'entreprise paie à recruter un HSE? Et parmi ces bénéfices et parmi tout ce que l'entreprise peut perdre là, quels sont les liens directs, soit avec le personnel, soit encore même avec la société? Donc, quand je parle d'enjeux, tous ces éléments-là, je vais arriver à faire ressortir. On a déjà 3 mois de formation. Naturellement, ça pourra sortir. Sinon, monsieur, lisez à la parole. Sinon, monsieur, saurait. Alors, monsieur Laurent, à la parole. Sinon. Oui. Bonsoir, formateur. Bonsoir, monsieur Laurent. Oui, d'abord, si on parle d'enjeu par rapport, je prends le cas de l'entreprise. Si tu as une entreprise et on enregistre autant de cas d'accidents et d'incidents, voire des morts sur ton chantier, je crois que l'État serait dans l'obligation de fermer cette entreprise-là. Ou encore, si tu as une entreprise et tu ne prends pas un HSE qui va assumer tout ce qui est risque lié, je prends par exemple si vous êtes dans un domaine de carburation, de l'essence où vous utilisez beaucoup plus les gaz et que l'entreprise arrive à prendre feu, je crois que toi, en tant que directeur, tu ne vas plus, si l'entreprise n'existe pas, le directeur aussi ne va plus exister ainsi que ses employés. Et pour le personnel, un HSE est là pour sécuriser, pour les amener à travailler en toute sécurité. Tel que vous êtes venu au travail, vous rentrez aussi de la même façon, sans oublier aussi les risques des maladies professionnelles. Parce qu'on constate aujourd'hui que la plupart des gens travaillent et après 30 ans de service, ils se retrouvent à l'hôpital parce que au moment où ils étaient en fonction, ils n'ont pas pu prendre soin d'eux-mêmes. Ils travaillent seulement sans penser à ce qui peut se passer après la retraite. C'est tout ce que moi j'ai à dire par rapport à ça. Alors, merci, monsieur Laurent. S'il y en a d'autres propositions, parce que si on ne connaît pas vraiment les enjeux, pourquoi aujourd'hui il faut recruter l'HSE, on ne saura parler du rôle de l'HSE. On saura même convaincre quelqu'un pour dire le HSE est important parce que voici ce que vous gagnez réellement si vous embauchez un HSE, sinon si vous m'embauchez. Voici réellement ce que vous perdez si vous avez un HSE ou encore voici ce que vous gagnez réellement si voilà, vous avez un HSE. C'est à partir déjà de ces enjeux-là que l'entreprise déjà peut voir quel est le plan d'action qu'il peut mettre en place, soit pour pouvoir avoir ce qui a été dit, ou soit pour pouvoir assumer les pertes qui ont été annoncées. Donc, à partir de là, un plan d'action sera fait pour voir, partant du personnel, qui aurais-je besoin? Est-ce que j'aurais besoin d'un professionnel dans ce domaine? Qui encore au fur et à mesure. Donc, si toutefois d'autres propositions, n'hésitez pas. Ouvrez votre micro pour qu'on discute, pour qu'au fur et à mesure qu'on avance, je pense qu'il nous reste au moins 6 séances. Donc, 6 séances, c'est plus beaucoup. On va revenir. Ok, Monsieur Élisée, allez-y. ok. Formateur, moi je pense que l'employeur se veut voir ses employés en bonne santé. Donc, je pense que la protection de la santé physique et psychologique des employés incombe l'employeur. Donc, raison pour laquelle, premièrement, il emploie les HSE. Deuxièmement, je pense que vis-à-vis de la loi, il ne veut pas se voir en tout cas un jour son entreprise arrêtée suite à des problèmes que les employés subissent. Donc, euh, côté protection légale aussi, je veux dire responsabilité légale aussi, fait que les entreprises, soit les employeurs, en tout cas, sont obligés de, en tout cas, trouver les associés. Alors, c'était mon apport. Merci. Alors, merci, monsieur Guigma. Une autre proposition.
Allez, Monsieur Lucien, vous avez la parole. Monsieur Lucien, la parole. Donc, vous pouviez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, formateur. Bonsoir, Monsieur Dauphiné. Moi, je réponds à cette question. Moi, je OK. discute les enjeux politiques. Et premièrement, au niveau de l'employeur, il y a également donc le fait que l'employeur peut être amendé. Si vous pouvez lever un peu la voix, on a du mal à vous entendre, moi particulièrement. Allô, vous m'entendez maintenant? Très, très bien, 5 sur 5. Ok, je disais que premièrement, on a au niveau de l'employeur. De l'employeur? L'employeur peut être amendé parce que il n'a pas donc mis en place les mesures de sécurité, santé et sécurité pour les travailleurs. Donc, en cas d'accident ou d'incident, il peut être amendé par l'inspection du travail ou bien également par la CNSS en cas de réparation également, où il va contribuer pour la réparation des préjudices commis. Et il y a également le fait que l'entreprise elle-même peut être fermée. Parce que s'il y a donc des accidents graves et que l'État ou encore donc l'inspection du travail peut également décider du fait qu'on ferme totalement l'entreprise. Ça, c'est un des enjeux également. Il y a également la production, la productivité du moins donc, de l'entreprise. S'il y a des accidents également de travail, ça peut également donc baisser la productivité de l'entreprise. Et également la réputation, parce que si on entend que dans telle entreprise, il y a à chaque fois des accidents ou des incidents, bon, ça joue également sur la réputation de l'entreprise. Du côté de des employés, et il peut, il y a également des enjeux majeurs parce que l'employé peut être euh, poussé par un accident qui va totalement causer la perte de son emploi. Donc, il peut être donc resté à la maison et ne plus pouvoir aller donc au travail. Donc, je pense que ces enjeux également se cumulent et qui justifient également le fait qu'il est important pour tout employeur d'avoir un associé qui va assurer la santé et sécurité des travailleurs. C'était un peu ma contribution en fait. Merci. Alors, merci, M. Dauphiné, pour ce bref et brillant résumé. M. Cabré a ouvert son micro, sinon il peut prendre aussi la parole avant qu'on... Bonsoir, monsieur le formateur. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Cabré. On vous attend. Oui, j'espère que vous me recevez. Hein? Alors, je vous reçois 5 sur 5. Merci beaucoup. OK. Donc, comme contribution, je voulais apporter qu'aujourd'hui, ce monde est basé sur le profit et l'intérêt. Donc, toute personne qui ouvre son entreprise, normalement, c'est le gain et la satisfaction de son client et le gain qu'il cherche. Donc, tout ce qui est en apport à ce qui peut lui faire gagner, va lui faire avoir de profit, est un avantage pour lui. C'est la première des choses d'abord. Donc, ce qui va lui faire avoir l'avantage, c'est quoi? C'est d'avoir d'abord des personnels qualifiés, des personnels compétents qui peuvent lui permettre de pouvoir atteindre ses objectifs et fructifier, être optimum dans ses affaires, et des personnes qui vont les permettre à ces mêmes travailleurs-là de garder une certaine ligne, et un certain niveau d'effort physique en même temps. Donc, et également éviter beaucoup les aspects juridiques qui peut les attaquer et bien atteindre, impacter l'entreprise. Quel pas d'aspect juridique, c'est lorsque un travailleur va être mécontent et porter peut-être plainte contre l'entreprise. Donc, tous ces aspects qui vont impacter négativement l'entreprise, d'abord, le fondateur ou l'entreprise n'est pas prêt pour ce genre de situation. Donc, que faut-il faire? Chercher une personne ou des personnes qualifiées qui vont permettre d'avoir toujours un très bon rendement pour l'entreprise, permettre d'éviter des aspects juridiques dans le travail, c'est-à-dire les accidents de travail, et permettre d'être aussi, de pouvoir être productif pour pouvoir atteindre les objectifs et pouvoir avoir des bénéfices. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci.
Alors, merci, Monsieur Cabré. Je suis très, très satisfait des différentes réponses. Alors, il était très, très important pour nous de revenir sur les enjeux liés à la santé et sécurité au travail. Parce que si on ne peut répondre à cette question-là, naturellement, ça sera difficile de connaître vraiment l'importance de notre tâche, quel qu'en soit notre milieu. Parce que la santé et sécurité ne se limite pas uniquement dans le monde professionnel, ça nous suit jusqu'à la maison. Donc, même à la maison, on pourra identifier les risques, on pourra dire soit aux enfants ou à madame, travailler, voir comment est-ce qu'on pourra soit supprimer ces risques-là à la base ou remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins. Alors, donc, pour revenir déjà à la question, c'est l'ensemble de tous ces enjeux. Parce que on a tendance à voir le facteur humain comme des chiffres. J'ai 100 employés, j'ai 200 employés. Mais lorsqu'une personne se blesse, ce qu'on oublie, c'est que lorsque une personne déjà meurt en entreprise ou se blesse, il y a beaucoup de parties prenantes qui en subissent les conséquences. Partant même de l'employeur, déjà qui sera obligé déjà, même pas avant la réparation, d'assumer les premiers soins. Et quand on sait que toute entreprise a pour objectif d'avoir un flux entrant financier, c'est ça le plus important, grandir financièrement. Et donc, s'il y a un accident naturellement, quelqu'un par exemple qui a perdu son bras, naturellement, les premiers soins seront à la charge de l'entreprise. Donc, l'entreprise va perdre de l'argent. On va parler d'enjeux financiers. À côté de ça, si toutefois encore il y a la suivi aussi de cette réparation, l'entreprise encore continue toujours à perdre. Si la personne même vient à mourir ou encore est mort, là encore, l'enjeu financier encore devient encore plus prononcé. Et parlant même de l'enjeu humain au niveau de l'employeur, comme M. euh, Dauphiny l'a dit, l'employé lui-même, il paie parce que si l'employé n'est pas là, naturellement, il faut recruter un autre. L'autre qui va venir, naturellement, il faut lui permettre, il faut lui donner le temps de pouvoir s'imprégner, même s'il a les aptitudes nécessaires, il va falloir déjà rentrer dans l'équipe précédente. Donc, il y a un temps de latence pour lui de maîtriser tous les paramètres, les contours de l'entreprise. En ce moment, l'entreprise paie en productivité. L'entreprise paie en productivité. Et sur l'enjeu même juridique ou encore réglementaire, le code de la loi, plutôt du travail, est encadré à ça. Le travail à ce que tous les risques et dangers soient identifiés, supprimer les risques à la base et protéger l'ensemble des travailleurs. Donc, pour une entreprise déjà où à chaque fois il y a des accidents très graves, il y a des blessures mortelles, naturellement, ça va dégrader même l'image de marque de l'entreprise. Parce qu'en tant qu'humain, personne, avant de recruter ou encore d'aller à un entretien, qu'on lui dit là-bas, là, au moins, chaque semaine, il y a au moins 2 morts. Avant même naturellement d'aller à l'entretien, ça ne sera pas évident. Vous n'allez pas aller avec une certaine sérénité, même si vous êtes dans le besoin. Donc, naturellement, ça va tenir l'image même de marque de l'entreprise. Et à quelque part, ça va baisser même comment je vais dire ça, la stabilité même de l'entreprise, partant même par son image de marque. Parce que quand vous prenez les entreprises minières, les grandes multinationales, ça ne sort pas par la poche d'un seul bailleur de fonds. On va parler d'actionnaires. Et chaque actionnaire veut investir dans un projet qui est stable, un projet qui est à l'abri même de tout ce que la loi même du dit pays dit, de sorte à ce que tu ne puisses pas investir aujourd'hui peut-être des centaines de millions, de milliards dans une entreprise et que demain on t'appelle, on te dit, cette entreprise ne respectait pas la réglementation du pays, donc on l'a fermée. Donc tout ton investissement déjà tombe à pète. Donc, pour crédibiliser, pour renforcer même la crédibilité de ces entreprises-là, il faut que tous ces enjeux-là, tous ces paramètres-là aussi soient beaucoup plus encadrés. À côté de ça, ce qu'on néglige le plus, c'est que derrière chaque personne, il y a une famille. Derrière chaque travailleur, il y a une famille. C'est un espoir d'une petite famille et d'une très grande famille. Mon grand frère travaille, mon mari travaille, les enfants. Quand tout est préparé du jour au lendemain, quand le monsieur décède, toute une famille aujourd'hui paie en contenu de valeur.
Et donc, ça a en même temps indirectement un lien encore sur l'équilibre même de la société parce que cette dame-là devient qui? Cette dame qui s'était projetée sur 20 ans, 30 ans avec des bons projets qui peut aussi, parce que le développement personnel aussi contribue aussi au développement de chaque pays. Si chaque personne balaie devant sa porte, naturellement, le pays même sera propre. Donc, si chaque personne travaille à implanter un projet à son niveau, naturellement, l'équilibre même du pays, ça va. Donc, quand ces visions-là tombent à l'eau, ça a un coût même sur la société. Les enfants, aujourd'hui, deviennent aussi un poids même pour la société, quitte même, Dieu merci, s'il y a d'autres paramètres qui vont permettre de les réintégrer, ça pourra aller. Donc, pour parler vraiment de ces enjeux-là, aujourd'hui, on voit simplement l'aspect financier, et c'est à tous les niveaux, que ce soit de façon directe, que ce soit de façon indirecte. Ça joue sur tout le monde. Donc, voici les raisons encore qui nous poussent déjà à connaître notre rôle fondamental en entreprise. Pourquoi nous sommes très, très importants en entreprise et comment nous devrons nous-mêmes nous approprier même ces rôles-là afin de mieux apporter cette lueur d'espoir-là dans ces différents mondes, que ce soit professionnel, familial ou encore amical, dans n'importe quel endroit où nous serons, partant de l'identification des risques et de travailler à mettre tous hommes ou encore matériel en sûreté. Alors donc, je suis satisfait des questions, plutôt des réponses. Alors donc, la CNSS entre toujours, voilà, dans tout ce qu'on a dit. Donc, par définition, la CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. Alors que la CARFO, c'est la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires pour les agents publics. Et si on parle d'accident de travail, l'un des enjeux majeurs même de HSE, travail à protéger, à éviter au maximum les accidents de travail. Parce que derrière chaque chiffre d'accident de travail prononcé, il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit chez l'employeur, que ce soit chez l'employé, que ce soit dans la société. Donc, on va définir l'accident de travail comme l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion de son travail, que ce soit sur le lieu de travail, trajet domicile, travail et mission. Donc, pour dire simplement qu'on a trois types d'accidents de travail. Déjà que l'accident, c'est tout accident survenu déjà à l'occasion ou par le fait du travail. Ce pourquoi on a été recruté. Et donc, on a trois types d'accidents de travail. L'accident même sur le lieu du travail, l'accident trajet domicile, on va voir directement les différents détails, et l'accident lorsqu'on est en mission hors des enceintes même de l'entreprise. Par contre, la maladie professionnelle sera toute maladie contractée en raison de l'exposition à un risque professionnel reconnu. Donc, tout simplement pour dire que l'accident de travail se veut être dans l'immédiat, alors que la maladie professionnelle, c'est toute exposition de façon prolongée ou à court terme, mais qui aura aussi un impact qui va pouvoir se prononcer à un certain niveau sur la personne même du travailleur. Je rappelle toujours que s'il y a des questions, n'hésitez pas, ouvrez votre micro, posez votre question. Alors, l'accident de travail, quels sont les différents détails qu'on a dans l'accident de travail? Qu'est-ce que la loi dit? Alors, elle désigne toute lésion provenant d'une action soudaine et violente de cause extérieure pendant le travail ou à l'occasion de celui-ci. Pourtant, la loi numéro 015 le dit que l'accident de travail, c'est l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit sa cause. Lorsqu'elle se fait soit pendant le travail ou encore pendant le trajet ou lorsqu'il est en mission, mais toujours est-il que faudrait que ça soit pour l'occasion ou les faits du travail. Donc, il en est de même pour l'accident. Allez, Monsieur Cabré, à la main. Donc, posez votre question. Pas. J'aimerais, comme vous avez posé la question, comment convaincre
une entreprise de l'importance un SSE. Et j'aimerais avoir votre avis aussi à ce niveau-là. Comment, bon, vous pouvez nous accompagner avec vos avis qui vont peut-être plus nous orienter par rapport à cela aussi. Merci. Allez, merci, Monsieur Cabré. Donc, je pense qu'essentiellement, c'est tout ce qu'on a dit. C'est tout ce qu'on a dit, c'est tout ce que M. Bouffini a dit, c'est tout ce que M. Bansé a dit, c'est tout ce que tout intervenant, en tout cas, voilà, a pu prononcer. Donc, pour dire que naturellement, ça va de soi. Donc, de façon plus prononcée, quel argument on peut avoir? C'est de se situer partant même des enjeux. Voilà, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on parle de la santé et sécurité? Parce que ce soit le bien matériel, les ressources humaines ou encore l'environnement font partie intégrante du monde du travail. Et ce sont les éléments majeurs parce que ça soit que vous ayez une ressource humaine, si vous n'avez pas d'équipement, vous ne pourrez pas travailler. Si vous avez les deux autres composantes sans un milieu pour pouvoir exercer, naturellement, vous ne pourrez pas opérer. Donc, autant en prendre soin. Maintenant, dans les détails, l'agent HSE va travailler déjà, à veiller déjà sur la réglementation, de sorte à ce que l'entreprise, ne soit pas sanctionnée. Donc, quand on prend les différentes réglementations qui existent, que ce soit en matière de santé, sécurité au travail, que ce soit sur le volet environnemental, toute entreprise qui ne respecte pas ce que la loi dit peut être sanctionnée. Et cette sanction déjà peut s'exprimer sous plusieurs formes, c'est-à-dire l'entreprise peut payer des fonds quand on sait que toute entreprise, son objectif premier, c'est de produire l'argent. Donc, tout argent aussi qui est de nature amène l'entreprise à perdre en productivité financière n'est pas la bienvenue. Donc, chaque fois, l'entreprise sera payée à payer des amendes, à soit encore sanctionnée. On pourrait aussi faire une mise en demeure de l'entreprise avant même de se prononcer sur la fermeture de l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas d'activité, naturellement aussi, il n'y aura pas d'argent. Donc, que ce soit en santé, sécurité, que ce soit en environnement. Et encore de plus, si l'entreprise s'est inscrite dans une démarche volontaire de certification, parlons de certification au niveau de la norme ISO 9001 relative à la qualité, c'est-à-dire travailler de sorte à ce que tout le service qu'il produit ou encore le produit fini réponde aux exigences du client, que ce soit sur l'ISO 45001 lié à la santé et sécurité au travail ou encore le 14001 à l'environnement. L'entreprise est obligée d'intégrer toutes les exigences des 10 normes-là et lesquelles de ces exigences deviennent obligatoirement une obligation de conformité. Donc, en plus, la loi devient une obligation pour eux, mais les exigences de ces 10 normes-là aussi deviennent une obligation pour eux pour pouvoir maintenir leur certification. Donc, voici encore, sur le plan réglementaire, des arguments qui peuvent obliger une entreprise à recruter un HSE. À côté de ça, si un travailleur se blesse, l'entreprise est obligée minimum de pouvoir gérer les premiers soins. Donc, tu es sur ton travail, que ça soit dans le secteur formel ou informel, vous m'employez, si une bouteille de gaz s'explose et que je suis blessé, naturellement, les premiers soins, c'est vous qui allez le faire avant que les parents ne vont venir. Donc, encore, voici l'argent encore qui sort à la fenêtre. Ça, ce sont les premiers soins. Après, encore, il peut y avoir la réparation. Donc, soit l'entreprise est déclarée ou plutôt l'employé est déclaré ou pas. Il y a beaucoup d'enjeux aussi financiers qui rentrent en ligne de compte. Et encore, il y a l'image de marque de l'entreprise. Qui souhaite travailler aujourd'hui dans une entreprise où on vous dit chaque jour au moins, il y a une personne qui meurt. Naturellement, la première question que j'allais vous poser, c'est une personne qui peut être moi aussi. Donc, naturellement, cette entreprise ne va pas susciter l'engouement des potentiels travailleurs chômeurs pour vouloir collaborer avec eux. Donc, l'entreprise aussi encore. Et si quelqu'un se blesse, il faut le remplacer. Le remplacement ne va pas se mettre dans l'immédiat, donc encore une baisse de productivité. Si encore vous devrez réaménager, reclasser même encore le dit travailleur, naturellement, ça ne va pas aller dans le même sens de la productivité de l'entreprise. Et aussi, l'employé lui-même, qu'est-ce qu'il paie, qu'est-ce qu'il gagne? Voilà, s'il est blessé, il ne peut plus travailler, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Voilà, ça joue encore sur l'équilibre même familial, ça joue encore sur l'équilibre même sociétal encore. Voici en soi tous ces arguments-là qui peuvent obliger un employeur
Par contre, si on investit dans un HSE, naturellement, tous les équipements, voilà, seront toujours en bon état parce qu'il va mettre en place des plans de maintenance préventive de sorte à ce que des risques même ne seront pas pris, voilà, de façon exagérée, de sorte à exposer même le matériel de l'entreprise, à exposer même le travail de l'entreprise et même aussi l'environnement. Vous investissez aujourd'hui dans une grue à hauteur d'au moins plus de 100 millions et demain vous appelez un grutier, vous lui confiez le projet et le même jour il fait un accident. Tous ces 100 millions aujourd'hui sont en perte. Si la grue prend feu ou encore si c'est une foreuse, vous imaginez, vous perdez votre investissement. Mais intégrer les dispositifs de santé et sécurité va permettre d'encadrer la gestion sécurité même de ce bien-là et aussi de ces ressources humaines. Donc, voici encore une fois de plus tous les arguments qui peuvent obliger un employeur à recruter un HSE. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Je suis vraiment satisfait, vraiment, vraiment satisfait. Merci beaucoup. Allez, merci, M. Cabré. Donc, qu'est-ce que la loi dit en matière d'accident de travail? Donc, c'est l'accident aussi survenu pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur en vertu des tests en vigueur, parce que dans le contrat du travail qui encadre l'activité professionnelle qui est monnayée sous une autorité de quelqu'un, il y a aussi des exigences applicables pendant même l'emploi ou encore même après l'emploi. Donc, on pourra parler même des clauses qui vont encadrer. Donc, si naturellement il y a une clause de mobilité, naturellement, ça doit porter dans le contrat du travail pour annoncer à l'employé que il aura peut-être, il sera encore exposé à d'éventuelles missions dans le cadre d'exercice de son travail. Et tous ces frais-là aussi sont mis à la disposition aussi de l'employeur. Mais il faut que ça soit encadré. Donc, lorsque naturellement il aura aussi un accident pendant les voyages, pendant ces déplacements-là, toujours si c'est en lien avec le travail, ça sera considéré comme un accident de travail. Alors, pour les fonctionnaires de l'État, qu'est-ce qu'on dit? Parce on sait que la CNSS gère tout ce qui est comme assurance au niveau du secteur privé et la CARFO, le fonctionnaire de l'État. Donc, qu'est-ce que la loi dit toujours? C'est tout accident survenu au cours d'une activité commandée par le service est considéré comme accident de travail. Donc, lorsque c'est toujours un lien avec votre service, voilà, d'attache, naturellement aussi, ça sera considéré comme un accident de travail. Alors donc, selon plusieurs régimes, ça peut être aussi considéré comme un accident de travail, comme l'accident survenu à un assuré par le fait ou à l'occasion du service qu'il est ou non faute de sa part. Donc, tant que c'est toujours dans l'exercice de ses fonctions, ça sera toujours considéré comme un accident de travail. Pourquoi c'est important de toujours revenir sur ces détails? Parce que on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est sur les différents tests et dispositions de la même loi-là que tout le monde sera jugé. Donc, s'il y a naturellement un accident de travail, que ce soit pour le public comme pour le privé, il y aura des enquêtes. Et dans ces 10 enquêtes, on va voir un recueil de références. Et on va toujours se demander qu'est-ce que la loi dit pour que moi, en tant qu'employé, je puisse m'engager à la réparation de cet accident survenu. Donc, tant que ça ne rentre pas dans les lignes de la loi, l'employé peut décider, par exemple, de se désengager. Donc, il est très important en tant qu'HSO aussi de connaître au moins, pas de maîtriser, mais de savoir où aller trouver, rechercher ce que la loi dit souvent. Alors donc, l'accident survenu à un assuré pendant le trajet d'aller et de retour entre sa résidence ou le lieu où il prend ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou perçoit même sa rémunération dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Donc, c'est très encadré, surtout même sur ces arguments. Parce qu'en entreprise, lorsqu'il y a un accident de travail, il y a une enquête immédiate qui est ouverte, que ce soit au niveau de la CNSS, que ce soit au niveau de l'employeur, parce que devant, on va voir déjà quel est le délai pour l'employeur de pouvoir appeler la CNSS.
toujours dans l'exercice du rôle de la CNSS. Donc, l'accident de travail, on dit qu'il y a toujours 3 accidents de travail. L'accident sur le lieu de travail, pendant le trajet domicile-retour, et aussi lorsque on fait des frais d'émission. Maintenant, quels sont les différents détails? Lorsque on prend en compte le lieu de travail, donc naturellement, tout accident qui survient sur le lieu de travail est considéré déjà comme un accident de travail. Par contre, le trajet aller-retour, il y a certains détails et paramètres à prendre en compte. Naturellement, on prend en compte les résidences primaires et secondaires même de l'employé. Je prends un exemple tout simplement, un monsieur par exemple qui a 2 femmes, c'est-à-dire il dort dans une maison, après il dort dans une deuxième maison. Donc, une première maison sera considérée comme une résidence principale et la seconde comme la résidence secondaire. Dans d'autres cas, un monsieur qui peut-être dort en famille, ensuite il a sa maison, ça sera aussi considéré comme une résidence, la résidence principale et la résidence secondaire. On intègre encore dans ce parcours le repas de midi dans le cas où la cantine ou le réfectoire même de l'entreprise n'est pas sur le dit site. Donc, naturellement, toujours dans l'exercice de ses fonctions, quand il va manger à midi, ce restaurant à midi, c'est pour l'exercice de ses fonctions. Donc, naturellement, si pendant la pause, il a un accident, il sort par exemple pour aller manger ailleurs, chez une femme particulière, s'il y a un accident, ça peut toujours être considéré comme un accident de travail. Si dans le trajet aussi, il doit aller déposer chaque fois ses enfants dans le même trajet, ça peut être aussi considéré aussi comme un accident de travail. Mais lorsque, et même pour sa rémunération, mais lorsque, après enquête, on s'aperçoit que l'employé, par exemple, a dû passer déjà ou encore mettre ses intérêts personnels devant ou indépendant même de l'emploi qui n'a rien à voir avec l'exercice de ce pourquoi on l'a recruté, naturellement, ça ne sera pas considéré comme un accident de travail. Donc, de même aussi que les accidents survenus pendant les voyages et missions autorisées par l'employeur. Alors, toujours selon l'article 52, n'hésitez pas surtout, voilà, ouvrez votre micro s'il y a des questions. Donc, ça sera, on va parler aujourd'hui de maladie professionnelle. Et c'est quoi? La maladie, l'accident de travail, on avait dit, ça se veut être fait plutôt dans l'immédiat. Par contre, la maladie professionnelle, on va parler d'exposition. Donc, ça va se manifester après. Parce que ce qui est bien avec l'organisme humain, c'est qu'il encaisse. Mais lorsqu'il atteint certains seuils, et ça commence à se manifester, et ça va commencer par se manifester maintenant par une maladie. Mais lorsque cette maladie-là aura toujours dans les causes, ou encore aura toujours un lien avec son activité professionnelle à travers l'exposition potentielle, ça peut être considéré aussi comme une maladie professionnelle. Donc, qu'est-ce que la loi nous dit? L'article 52 nous dit que c'est considéré comme maladie professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles, parce que là encore, c'est encadré et contracté surtout dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Donc, c'est très important en tant qu'HSE pour pouvoir, dans nos sensibilisations d'entreprise, pour pouvoir montrer les limites de l'exposition des travailleurs. Parce qu'à une limite près, tu peux être pris en charge comme tu peux ne pas être pris en charge. Donc, quitte à toi maintenant de savoir, comprendre que tu es là dans l'entreprise à n'importe quel moment, si tu négliges toi-même ta propre santé et sécurité, voici ce que tu paies. Si par contre, tu rentres dans cette dynamique de culture santé et sécurité, voici aussi ce que tu gagnes. Alors, c'est également présumé d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel même de la victime, qu'elle entraîne le décès ou l'incapacité de celui-ci. Prenez quelqu'un qui manipule toujours, qui est dans un laboratoire, qui manipule toujours des produits chimiques. Si d'aventure on arrive à retracer, trouver que la maladie qu'il expose a un lien avec le travail qu'il faisait, notamment par la manipulation de certains produits chimiques, naturellement, ça peut être considéré aussi comme un accident de travail. Alors, dans ce cas, un avis motivé d'un comité santé créé par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et sécurité sociale devrait être mis en vigueur et leur avis aussi sera pris en compte parce que la loi dit lorsqu'on est dans une entreprise à partir de 100 employés pour les administrations publiques,
ils doivent avoir un comité de santé sécurité au travail ou encore même un service de santé sécurité au travail. Moins que ça, quand même, on peut avoir un HSE. Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines entreprises, il y a la direction même HSE. On parle du directeur HSE, du responsable HSE, plutôt du chef de service HSE, du responsable HSE, de l'agent HSE, etc., etc. Donc, tout dépend et tout est encadré par la loi. Pour les fonctionnaires, par contre, la maladie imputable au service ou étant la conséquence soit d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit d'une agression subie à l'occasion même de l'exercice des fonctions. Donc, ça sera naturellement assimilé comme une maladie professionnelle. Toujours dans ce que la loi dit, ça sera aussi considéré comme toute maladie désignée aussi pour le fonctionnaire public. Dans le tableau des maladies professionnelles est contracté dans ces mêmes conditions aussi mentionnées. Donc, pour ce même article, la même manière que c'est appliqué pour le prestataire privé, c'est de cette même manière aussi que c'est appliqué aussi pour le prestataire public. Donc, dans ce cas aussi, toujours au niveau de la Carrefour, il faut aussi l'avis même du comité santé, sécurité au travail, naturellement. Alors, je rappelle toujours que s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser votre question. Et donc, les maladies à caractère professionnel, donc ce sont les détails aussi qui font partie intégrante aussi de ces deux composantes, soit l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Donc, elle sera à caractère professionnel ou présumée même d'origine professionnelle, mais qui ne figure pas sur la liste officielle établie par le pouvoir public. Donc, le tableau des maladies professionnelles, on peut faire exception. Dans ce cas, elles seront donc indemnisables que sous certaines conditions, mais elles doivent être systématiquement déclarées, tout comme la maladie professionnelle indemnisable par tout médecin praticien en exercice public ou privé selon le code de la santé publique. Et donc, pour dire tout simplement que si une maladie due à une certaine exposition, qu'elle soit courte ou prolongée, se manifeste, il va falloir beaucoup d'appréciation et le lien direct pour voir est-ce que c'est un lien avec le travail afin que ça soit présumé avant même de pouvoir parler d'indemnisation. Donc, voici encore même des éléments aussi qui montrent à quel point et situe la responsabilité de chacun. Parce que si en tant qu'employé, tu ne respectes pas ce qu'on te dit, voici des détails qui peuvent faire que on puisse t'indemniser ou pas. Et si on ne t'indemnise pas, tu es obligé toi-même d'enlever ta rémunération qui est la contrepartie de ton activité professionnelle pour pouvoir supporter tes charges. Et après, naturellement, ça aura aussi un poids aussi sur l'équilibre après. Donc, il est toujours bien de savoir qu'est-ce que la loi dit. Alors, quelles sont les obligations même de la victime? On dit que lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit signaler le fait à son employeur au maximum dans 24 heures. Par contre, en cas de maladie professionnelle, la date de la première constatation est assimilée au début même de la maladie, c'est-à-dire lorsque déjà il y a des signes et qu'on arrive à trouver en tout cas le lien. Donc, pour la maladie professionnelle, dans 24 heures, il y a obligation pour le salarié d'informer, raison pour laquelle sur les sites, il y a une procédure de déclaration des accidents de travail qui est mise et tout dépend de la taille de l'organisation interne même de l'entreprise. Il y a d'autres organisations parce que la norme ne nous définit pas un support idéal pour le faire. Ceux qui ont les moyens peuvent créer un fichier numérique à travers soit une application et dans cette application-là, tous les détails seront là et mettent à la disposition de tous les travailleurs, quel qu'en soit leur endroit. Lorsqu'il y a un accident de travail, la déclaration plutôt, le signalement se fait dans l'immédiat. Par contre, d'autres vont le faire en respectant une certaine procédure. Tu informes à ton responsable, le responsable au responsable, ensuite le RH et la santé sécurité. Le RH fera son enquête, il va statuer, le rapport aussi sera envoyé aussi au personnel
personnel du RH. Le RH aussi prend aussi, lui aussi, l'obligation parce qu'il est le représentant de l'employeur de pouvoir aussi déclarer dans certaines conditions afin que cet accident soit indemnisé ou pas. Par contre, dans la maladie professionnelle, c'est à la première constatation. Précédemment, on avait parlé déjà des différentes visites médicales. La visite médicale déjà de pré-embauche. On va parler de l'examen médical d'aptitude même à l'embauche qui va faire un diagnostic sur tout l'ensemble même du corps humain pour voir déjà quel est votre état de santé avant de rentrer dans notre entreprise. Ensuite, il y aura la visite médicale périodique même de suivi pour voir réellement quel est votre état d'avancement en fonction même de l'état initial de votre santé. Et ensuite, même s'il y a des petits congés, l'employeur lui-même encore peut décider de faire des visites médicales occasionnelles à sa demande. Et à la fin, il y a la visite médicale de fin de carrière qui va venir voir, mesurer l'écart entre comment je suis arrivé dans votre entreprise et comment je ressors. Quel est l'écart? Quelles sont les différentes maladies que j'ai contractées? Est-ce que toutes ces maladies-là ont un lien avec mon activité professionnelle? Si oui, on verra dans quelle mesure elle peut être indemnisée. Dans le cas contraire, on verra. Mais toujours est-il que lorsque ce n'est pas respecté, ceux qui assument aujourd'hui, c'est les employés. Parce que tu démissionnes d'une entreprise ou encore tu arrives à fin de contrat, 20 années après, la maladie commence à se matérialiser sur le corps en ce moment. Peut-être tous tes projets, tout et tout viennent en stand-by. Et quand on sait qu'il y a des maladies aujourd'hui qui détruisent toute une famille, toute une vie, toute l'économie même d'une vie. Donc, naturellement, c'est très important en tant qu'HSE de maîtriser ces biais-là. On ne vient pas en première ligne de défense comme un gestionnaire des ressources humaines, mais connaître va nous permettre d'apporter un plus dans notre rôle et mieux aiguiser notre plan d'action dans ces deux domaines. On saura quoi dire à l'employé pour que lui aussi puisse intégrer cette culture santé et sécurité qui est tant recherchée. Et quoi dire aussi à l'employeur. Alors donc, je rappelle toujours que s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser votre question. Et donc, on a beaucoup parlé, donc, quel est le rôle réel de la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale. Alors, la Caisse nationale de sécurité sociale, abrégée CNSS, prend en charge les salariés victimes d'accidents sur le lieu de travail. Parce qu'on avait dit qu'il y a 3 types d'accidents de travail. L'accident sur le lieu de travail, l'accident pendant le trajet du travail qui prend en compte certaines caractéristiques telles que le lieu habituel du repas, la résidence primaire, secondaire, et aussi si on doit déposer les enfants à l'école. Et enfin, l'accident survenu pendant les missions. Et même encore, la CNSS prend en charge tout ce qui est comme maladie provoquée par le travail. Donc, elle va assurer notamment la prise en charge des soins médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, et des frais même de transport liés à l'accident. Donc, tout revient à la charge de la CNSS. Le versement d'indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt de travail, parce que tout est encadré par la loi. Lorsque vous embauchez quelqu'un et que vous le déclarez à la CNSS avec toutes les conditions, etc., lorsqu'il y a un accident qui survient, on va voir déjà, est-ce que cet accident-là, quel est l'impact de l'accident déjà sur la productivité de l'entreprise? Est-ce que c'est un accident avec arrêt de travail? Est-ce que cet arrêt de travail-là sera prolongé ou encore ça sera journalier, etc. On pourra voir en fonction de ça, on peut voir dans quelle mesure on peut indemniser le dit travailleur parce que c'est son activité professionnelle qu'il a monnayée. Voilà, donc tout ça, c'est déjà encadré et tout va dépendre de l'ancienneté même du dit travailleur. Donc, il y a des indemnités. Donc, l'attribution même d'une rente en cas de diminution de la capacité même du travail, lorsque, par exemple, un travailleur qui travaille, par exemple, sur une bande, que ce soit en agroalimentaire, que ce soit en cimenterie, dans le plan minier, quand on va parler de bande, c'est tout le flux de circulation qui permet soit de transporter le produit pendant même sa phase de production jusqu'au produit fini. Donc, dans les cimenteries, c'est cette bande qui va permettre de transporter après l'ensachage des différents sacs de ciment. Le sac lui-même, avant de le charger pour aller aux différents fournisseurs dans la cimenterie, c'est cette bande qui va transporter le minerai, quittant même le
convoyeur jusqu'à l'élévateur, le broyeur ensuite, etc., etc. Donc, dans l'agroalimentaire, c'est cette même bande qui va transporter soit ceci, ce sont les bouteilles, etc., les boîtes de conserve, tous ces éléments. Donc, ce sont des bandes qui sont très, très dangereuses. Donc, dans la manipulation, si ça, la main d'un individu, si après prise en charge, on voit que cette personne-là déjà est dans l'incapacité de travailler, il faut assurer, lui attribuer une rente, voilà, d'incapacité. Et tout va dépendre du niveau d'incapacité. Est-ce que cette incapacité-là sera permanente ou il y a la possibilité de reclasser même encore le dit travailleur. Donc, la CNSS aussi gère les procédures de reconnaissance et de déclaration des accidents et maladies professionnelles. Donc, tout est encadré. Donc, toutes ces prestations sont financées par la CNSS, tandis que le soin de la première même urgence sont à la charge de l'employeur. Mais tout ça, ce n'est pas gratuit parce que la CNSS n'est pas le Père Noël. Donc, qu'est-ce que l'employeur paie toujours dans la CNSS? C'est ça le plus important pour nous. Donc, la CNSS, toujours dans son rôle de prise en charge médicale, donc dès la survenue d'un accident ou de maladie professionnelle, l'employeur doit assurer les soins de première urgence. Donc, ça, déjà, c'est à la frais de l'employeur. C'est plutôt aux frais de l'employeur. Alors, la victime est orientée ensuite vers un centre médical agréé. Tous les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et de rééducation même liés à l'accident sont pris en charge à 100% par la CNSS. Et donc, la CNSS aussi peut indemniser. Donc, si l'accident entraîne un arrêt de travail, naturellement, l'employé ne va plus travailler. S'il ne travaille plus, comment il fait pour pouvoir subvenir à ses besoins, sachant qu'il monnaie son activité professionnelle. Donc, comme la personne même physique de l'employé n'était pas prise en compte, si c'est un arrêt de travail, la victime doit bénéficier d'une indemnité journalière égale aux 2/3 du niveau de son salaire journalier. Donc, lorsque c'est par jour, par exemple, une journée, 2 journées, on va calculer l'indemnité journalière. Mais en cas d'incapacité maintenant partielle ou totale permanente, la CNSS va lui verser maintenant une rente d'incapacité calculée maintenant sur le taux d'incapacité. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Tout va dépendre déjà de l'ancienneté même de la personne. Parce que si la personne est malade ou encore a fait un accident, l'indemnisation même du travail malade se fera déjà selon le code du travail qui dit que moins d'1 an d'ancienneté, par exemple, on lui donne plein salaire pendant 1 mois et demi-salaire le mois suivant. Donc, après ces 2 mois-là, naturellement, l'employé est obligé de se chercher lui-même. Ça, c'est ce que la loi dit. Et lorsque l'employé lui-même a de 1 à 5 ans d'ancienneté, l'employé doit lui verser le plein salaire pendant 1 mois et demi-salaire pendant les 3 mois suivants pour lui permettre vraiment d'arriver à s'occuper un peu de ses premiers besoins. Parce que c'est son activité professionnelle qui l'avait monnayé. Mais il y a eu l'accident ou la maladie durant l'exercice de cette activité professionnelle. Donc, l'employeur a obligation vraiment de l'indemniser. Donc, si l'employé maintenant a de 6 à 10 ans d'ancienneté, il a plein salaire pendant 2 mois et demi-salaire pendant les 3 mois suivants d'inactivité. Et c'est ainsi de suite, s'il a 11 à 15 ans ou encore au-delà, il aura plein salaire pendant 4 mois et demi-salaire pendant les 4 mois suivants. Donc, tout simplement pour montrer ce que réellement l'entreprise perd. Pour dire que quelqu'un ne travaille plus, bon, plutôt, je ne veux pas dire qu'il ne travaille plus pour toi, mais il ne t'est plus utile. Mais tu es obligé de le payer plein salaire pendant 4 mois et demi-salaire encore même pendant encore les 4 mois suivants, sachant que tu dois recruter une autre personne pour le remplacer et payer encore le même salaire à la même personne. Donc, l'entreprise paie. Donc, imaginez ça, c'est sur une seule personne. Et si c'est sur au moins 3 personnes, l'entreprise ne pourra pas s'en sortir. L'entreprise sera asphyxiée même financièrement et encore même sur la réglementation au niveau même de ses engagements au niveau de la CNSS. Donc, tout ça, c'est réellement coûteux pour l'entreprise. Raison pour laquelle le HSE tombe à point nommé et est un élément incontournable dans le monde de l'emploi. Et donc, quelles sont les cotisations réellement à la CNSS? Parce que la CNSS n'est pas le Père Noël. Donc, la cotisation à la CNSS sont obligatoires pour les employeurs et salariés du secteur privé, calculées sur la base du salaire brut soumis à un plafond. Alors, quels sont les détails?
On nous dit que le taux global de cotisation est de combien? 21,5% du salaire brut, réparti comme suit. Les 16% à la charge de l'employeur. Donc, quand on va parler de 16%, donc pour dire que quand un employeur décide de vous assurer, de vous inscrire à la CNSS, naturellement, chaque fin du mois, partant déjà sur votre salaire brut, on doit couper 21,5% pour pouvoir cotiser pour vous. Donc, naturellement, pour quelqu'un qui est payé 200 000, plutôt 100 000, on va couper toujours les 21, donc 21 500 francs normalement, on doit cotiser chaque fin du mois pour lui. Pour que, même s'il devient à la retraite, l'activité professionnelle qu'il a monnayée là n'ait pas un impact sur son avenir après qu'il soit à la retraite. Mais les 21,5%, c'est partagé. L'entreprise, plutôt l'employeur, prend 16%, qui ne coupe pas dans votre salaire, je précise. Mais ce qui est coupé dans les 21,5% sur vous-même, vos propres salaires, c'est 5,5% qui est à votre charge en tant que salarié pour l'assurance vieillesse. Donc, les 21%, l'employeur plutôt lui-même va enlever 16% de votre salaire, plutôt pas dans votre salaire, mais pour cotiser pour vous. Et dans vous-même, votre salaire, on va couper 5,5% chaque fin du mois pour compléter aux 16% que l'employeur plutôt met à votre disposition et ça fera les 21,5%. Donc, la loi nous dit que pour tout employeur qui a moins de 20 salariés, il doit faire la déclaration sur 3 mois. Mais lorsqu'il a plus de 20 salariés, la déclaration se fait chaque mois. Donc, chaque mois, si vous êtes un employeur qui a plus de 30 employés, chaque mois, il doit cotiser pour vous. Donc, sur votre salaire, on va couper 5,5% et lui-même, il va payer 16% et ça fait le 21,5%. Mais lui, ces 16% sont répartis, 6% pour vos prestations familiales, si madame doit accoucher, etc., si un enfant vient au monde, 1,5% pour la branche des risques professionnels, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir un accident de travail, une maladie professionnelle, le coût de cotisation de votre boss, là, parce que l'employeur, lui, vous monnayez votre activité professionnelle, donc il a obligation d'assurer, et c'est dans les 1,5% calculé qu'on va enlever pour assurer déjà votre réparation. Et ensuite, 8,5% va rester pour votre assurance vieillesse. Donc, pour votre assurance vieillesse, vous aurez 8,5% plus 5,5%, ce qui va tourner autour de 14%. Donc, tout ça revient encore à bénéfice pour que tout le dur labeur, pendant qu'on est en pleine force là, notre vieillesse est vraiment rassurée. Donc, c'est très important de connaître nos droits et aussi même nos devoirs. Nous-mêmes, en tant que personnes, ça nous permet déjà de nous éclairer parce que lorsqu'on est mieux informé, on sait déjà comment se comporter. Alors, ces cotisations servent à financer la prise en charge des accidents de travail, les indemnités journalières, les rentes, ainsi que d'autres prestations sociales. Les cotisations doivent être payées mensuellement ou trimestriellement. Donc, c'est comme je l'ai dit, mensuellement lorsque l'employeur a plus de 20 employés ou trimestriellement lorsqu'il a moins de 20, selon les délais fixés par la réglementation. Et le plafond mensuel de la cotisation est révisé régulièrement au Burkina Faso actuellement à l'ordre de 800 000. Donc, pour quelqu'un qui a 800 000, les calculs des 21,5% sont faits sur la base de 800 000. Donc, quand vous avez moins de 100 aussi, c'est la même chose, mais c'est le plafond qui est 800 000. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est payé à 6 millions, on tient compte toujours comme s'il reçoit 800 000. Le supplément là ne rentre pas en ligne de compte. Alors, quelles sont les procédures de déclaration et démarches à suivre? Je rappelle toujours que c'est toujours possible d'ouvrir votre micro, poser votre question. Alors donc, s'il n'y a pas de questions, sinon, quelles sont les procédures de déclaration et de démarche à suivre lorsqu'un accident de circulation se présente? Alors, je vois qu'on est toujours connecté, donc, question peut venir. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est un cours déjà où il faut poser beaucoup de questions. Alors, donc, la victime informe immédiatement lorsqu'un accident, quelle est la procédure à suivre? La victime doit informer immédiatement l'employeur de l'accident ou de la maladie. Mais
l'employeur est représenté par qui? Soit par le HSE, par ses différents responsables. Donc, soit le RH, soit le HSE. Mais nous, en tant qu'HSE, sur le site, on va mettre des procédures de déclaration d'accident de travail. Encourager aussi les travailleurs à pouvoir déclarer leurs accidents, en partant même des incidents. Parce qu'on a vu avec le triangle de Bill que plus on néglige les incidents et mieux on se rapproche de la survenue d'un accident majeur. Donc, notre rôle en tant qu'HSE, c'est de ne plus aller travailler sur les conséquences, mais c'est de travailler sur les causes. En supprimant les causes immédiates et profondes, naturellement, on n'aura plus à venir traiter les conséquences. Parce qu'en suivant les 9 principes de la prévention, on nous dit toujours que le premier principe nous impose d'éviter les risques. Donc, lorsqu'on évite un risque, naturellement, on ne va plus investir maintenant dans sa réparation. Donc, dans ce contexte, on va former, encourager même. Chez nous, par exemple, sur le site, on met des procédures en place pour pouvoir récompenser les employés qui déclarent le maximum d'incidents et d'accidents. Parce que plus ils déclarent, et mieux le HSE mène les enquêtes pour travailler en éliminant les causes immédiates et profondes, de sorte à ce que ces incidents-là ne surviennent plus jusqu'à se transformer en accident. Parce que si ce n'est pas connu, les employés vont dire que si je viens déclarer un potentiel accident, on peut me sanctionner, on peut non. Il faut leur montrer l'autre sens derrière. C'est le travail, c'est que ça ne survienne plus, partant même d'un plan de prévention. Donc, c'est le mettre informer plutôt immédiatement l'employeur. L'employeur, lui, quant à lui, il a l'obligation de faire la déclaration d'accident à la CNSS dans un délai de 48 heures, ouvrable en 2 exemplaires. Donc, un test précisé à l'inspection du travail et un texte maintenant va à la CNSS. Si l'employeur ne fait pas la déclaration, la victime ou ses représentants peuvent le faire dans un délai de 2 ans à compter de la date de l'accident. Alors, une fois la déclaration reçue, la CNSS délivre à la victime un carnet d'accident à présenter maintenant à chaque consultation médicale pour la prise en charge. Alors, donc, dès qu'un accident survient, le travail survient plus tôt, l'employeur doit remplir un formulaire officiel de déclaration d'accident. Ce formulaire en 2 exemplaires, un va à la CNSS, toujours dans un délai de 48 heures, et l'autre va à l'inspection du travail. Alors, donc, le formulaire comporte plusieurs points, notamment l'information même sur l'employeur, l'information sur la victime, la description précise de l'accident et les témoins possibles. Donc, pour dire que lorsqu'un accident survient sur le lieu de travail, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont menées. Naturellement, ça va perturber même les activités même de l'entreprise. Et donc, voici encore même des raisons de plus qui montrent que la santé et sécurité, ça prend à bras le corps. Aujourd'hui, si c'est une exigence aujourd'hui partout, comme l'anglais, parce que je rappelle toujours que à la base, les anglo-saxons, lorsqu'ils sont arrivés, voici l'anglais aujourd'hui, on paye un interprète, soit des coûts de millions, rien que pour pouvoir traduire, voilà, faire le rapport entre l'anglo-saxon et le natif du pays. Mais après, on a vu que, et pourquoi payer quelqu'un uniquement pour pouvoir traduire une langue? Donc, faisons de ça une exigence, c'est une stratégie RH. On oblige maintenant tous ceux qu'on va recruter là pour qu'ils aient les bases en anglais. Si eux tous ils ont les bases, naturellement, on ne va plus payer beaucoup de salaire pour une seule personne qui ne fera rien que traduire des choses en anglais. Donc, c'est devenu une exigence. Et c'est de cette même manière aussi que la santé et la sécurité trouve tout son sens. Aujourd'hui, dans la plupart des recrutements, on va imposer, ou du moins même on impose que si vous n'êtes pas un HSE, mais au moins que vous ayez des bases. Avoir des bases parce que vous aurez tendance à rentrer dans la moule de la culture santé-sécurité qui est mise déjà dans cette entreprise. Si cette entreprise-là s'est inscrite dans une démarche normative, ça devient déjà une obligation de conformité pour du côté de la norme ou aussi sur le volet de la réglementation. Ça devient aussi une obligation. Donc, tous ceux qui ont déjà fait des formations en santé, naturellement, quand ils arrivent, quand vous allez les parler des risques, ils comprennent. Quand vous allez les parler d'accidents, ils comprennent. Quand vous allez les parler des plans de prévention, ils maîtrisent. Eux-mêmes, ils deviennent des HSE, ils vont faciliter le travail même de la santé et sécurité sur l'entreprise. Mais par contre, si c'est un novice, quelqu'un qui est ignorant, vous ne pouvez pas le blâmer. Quelqu'un qui est ignorant, s'il vient s'arrêter devant une citerne d'essence et qu'il commence à fumer, ce n'est pas que c'est un imbécile, excusez-moi du terme, mais c'est parce que c'est un ignorant. Il y a des gens qui ne savent pas la dangerosité liée même à une citerne d'essence ou de gasoil.
Donc, cette personne n'est pas condamnée parce qu'il ne sait pas. Et par contre, quand quelqu'un est prévenu, il est mieux averti naturellement, il rentre dans la moule et chacun trouve pour son compte. Donc, toute déclaration aussi incomplète ou tardive peut nuire à la prise en charge par la CNSS. Alors, si l'employeur ne déclare pas, la victime ou ses représentants peuvent naturellement le faire. Alors, donc, quelles sont les prestations en nature et en espèces de la CNSS? Quand on va parler de prestations en nature, c'est les soins médicaux, médicaments, hospitalisation, examen, rééducation, transport médical. Donc, toujours en espèces ou en nature, on aura les consultations médicales, l'assistance médicale, la fourniture même des produits pharmaceutiques, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation, le transport même de la victime au lieu de l'accident. Donc, tout ça revient à la charge de la CNSS et ça sera calculé et réparti dans les 1,5% qu'on a vu précédemment. Alors que les prestations en espèces, ça sera les indemnités journalières. Donc, pour un journalier naturel, on va calculer les 3 quarts de son salaire pour lui payer chaque jour. Donc, si déjà il est déjà engagé tout et tout, on va voir en fonction de son ancienneté, comme je l'avais dit précédemment, de moins de 1 an d'ancienneté, naturellement, on va lui verser le plein salaire pendant 1 mois et demi-salaire le mois qui suit. Donc, s'il a 6 à 10 ans d'ancienneté, on va lui verser le plein salaire 2 mois et demi-salaire pendant les 3 mois suivants. Après ça, le monsieur lui-même, il doit se gérer. Alors, donc, les rentes de survivants, l'allocation même des frais de funérailles pour quelqu'un déjà qui décède sur le lieu de travail. On voit que c'est vraiment à prendre au sérieux. Donc, on vient de finir avec la CNSS. S'il y a des questions, il faut les poser. Dans le cas contraire, continue avec la CARFO ou tout ce qui est comme fonctionnaire. Donc, naturellement, ils ont à peu près les mêmes rôles et missions, seulement que, ou encore, sauf que c'est le domaine d'action qui diffère. L'autre, c'est pour le privé et l'autre, c'est pour le public. Alors, donc, la CARFO a la charge des risques professionnels pour les fonctionnaires, donc, incluant déjà la prise en charge des soins médicaux, le paiement des rentes d'incapacité ou d'allocation d'incapacité. Alors, M. Cabré à la main levée, donc naturellement, il peut ouvrir son micro et poser. Bonsoir. Ok, je vous remercie vraiment. Je voulais qu'on revienne toujours sur la CNSS. Okay. Voilà, maintenant, j'aimerais savoir les différentes étapes de prise en charge pour pouvoir être pris en charge par la CNSS lorsqu'il y a un accident de travail. Quelles sont la procédure et les différentes étapes à franchir pour pouvoir être pris en charge par la CNSS, tant dans le public que dans le privé, quoi. Voilà. Merci. Et donc, merci pour la question. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, quand on va parler de procédure de déclaration, naturellement, si dans le lieu du travail, l'employé est blessé, lui, dans ce cas, il est obligé d'informer ses responsables. Maintenant, tout va dépendre de l'organisation interne de la structure. Il y a d'autres entreprises où on vous dit, si vous êtes blessé, appelez votre responsable. Ou encore, dans le plan d'opération interne de l'entreprise, on met un ensemble d'éléments pour pouvoir accompagner même la prévention et la correction même liée à la santé et sécurité au travail. Donc, on va mettre des numéros d'urgence. Si quelqu'un se blesse, voici le numéro d'urgence. Voici l'infirmerie. La plupart des mines, des grandes cimenteries, il y a l'infirmerie même qui est sur place. Donc, voici le numéro d'urgence. Appelez. Les premières prises en charge vont se faire. Ensuite, s'il y a lieu maintenant ou encore la prise en charge est au-delà de notre incapacité, on va faire appel à d'autres soins. Mais la procédure, soit vous appelez votre responsable, le responsable va suivre aussi sa procédure. À défaut de ça, vous appelez le HSE. Voilà, ou encore le service RH. Donc, le HSE, lui, son rôle, ça sera aussi de mener des enquêtes parce qu'il a pour rôle et obligation de veiller sur la santé et sécurité des travailleurs. Mais tout compte fait, le HSE, les responsables, tous ceux-là sont des représentants de l'employeur. Ici, on fait le lien entre employé et employeur. Mais sauf que l'employeur prend des gens pour le représenter dans tous les domaines où pas qu'il ne maîtrise pas, mais pour pouvoir aussi répartir ses tâches et responsabilités. Donc, naturellement, s'il y a un accident, normalement, c'est le service en charge de la gestion des ressources humaines. Une fois qu'ils sont informés automatiquement, donc l'employé prend, il donne l'information au RH.
le RH prend maintenant, lui, il sait juridiquement qu'est-ce qu'il faut parce que c'est eux qui sont en charge de gérer tous ces détails-là. Eux, ils vont faire le rapport en 2 exemplaires. Ils vont envoyer un à l'accident, plutôt de l'accident de travail de la maladie professionnelle à l'inspection du travail. Le deuxième va à la CNSS. Et ensuite, la CNSS aussi vient mener ses enquêtes et commence maintenant l'entame de la prise en charge, que ce soit au niveau de la Carrefour ou encore de la CNSS. Donc, en gros, voici les différentes procédures à suivre. Prise en charge, l'enquête est menée avant une prise en charge. On prend en charge d'abord et après on mène l'enquête. Pour la procédure, quoi. Merci beaucoup. Naturellement, la vie humaine n'a pas de prix. Donc, le corps ne sera pas en train, ou encore le blessé ne sera pas en train de se vider de son sang avant qu'on ne mène une enquête. On fait la prise en charge, mais on sait que la première prise en charge repose sur le dos de l'employeur. Donc, naturellement, vous prenez quelqu'un qui s'est fait happer le bras ou encore le pied. Naturellement, on ne va pas mener l'enquête, il est couché, il est en train de se vider de son sang. Non, on va commencer la première prise en charge. Et tout va dépendre de l'organisation de l'entreprise. Chez nous, on a une infirmerie sur site. Donc, naturellement, on va l'envoyer à l'infirmerie, les premiers soins, faire le pansement, éviter que le sang encore ne s'expose. Si ça va au-delà de notre plutôt capacité, on va faire appel encore à d'autres structures avec l'ambulance pour l'externaliser. Voilà, donc la prise en charge, déjà, ça se fait voilà, par l'employeur. Et ensuite, maintenant, après ça, la CNSS aussi va essayer de voir, ils vont statuer. Les 2 exemples, on a dit que l'employeur a 48 heures. Ce sera comme l'assurance. On va faire, après, maintenant, on va faire la réparation. Donc, c'est la vie humaine d'abord. Ensuite, les enquêtes vont venir situer les responsabilités. Ok, j'ai compris parfaitement. Si on comprend bien l'explication que vous avez donnée, c'est sur le lieu du travail et sur le chemin du travail. Je ne sais pas si c'est la même chose. Oui, c'est ce qu'on a dit. Parce que là, à ce moment, il y a un service d'abord qui vient le prendre en charge. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. La loi, elle est claire. L'accident de travail, c'est tout accident survenu pendant le travail sur le lieu de travail, le trajet domicile-travail ou en mission. Donc, dans ces 3 cas-là, lorsque c'est encadré par la réglementation, s'il y a un accident, automatiquement, il y a la prise en charge parce que c'est la vie d'abord. Après, maintenant, la santé et sécurité viendra mener son enquête pour situer les responsabilités. La CNSS aussi va mener aussi ses enquêtes. Et toujours est-il que c'est l'employeur qui commence les démarches de la déclaration. Donc, tant que c'est dans l'exercice de l'emploi, c'est un accident de travail. Mais par contre, quelqu'un qui travaille de 7 h à 8 h, à 22 h sur la même route, il fait un accident. C'est vrai que c'est sur le même trajet. Mais après, s'il y a un problème déjà, on dit que l'employé doit appeler son employeur d'abord. C'est qui vous allez appeler à 22 h pour dire, comme c'est ma route de mon travail, là, j'ai un accident, c'est considéré comme un accident de travail naturel. Ça ne marche pas. Donc, ça peut aller. Voilà, merci monsieur Cabré. Oui, ça peut aller. Alors, donc, pour la Carrefour, ça va à peu près dans le même sens. Donc, la gestion des procédures administratives spécifiques aux agents, donc la production, certificats médicaux, etc. Alors, donc, parler de cotisation à la Carrefour, ça va dans le même sens, sauf qu'il y a une petite différence. Donc, ça se fait généralement via l'employeur qui est l'État. Donc, qui est tenu aussi de précompter directement et de verser les cotisations sociales sur la rémunération de ces agents dans un délai aussi prescrit. Et le taux de global tourne autour de 20 à 22%. Tout va dépendre aussi du truc qui sera réparti, soit 8% à la charge de l'employé. De l'autre côté, c'est 5,5%. Mais ici, on a 12% à la charge de l'État, qui est l'employeur. Donc, l'État, quand on sait que l'État aussi, ouais, une structure privée, voilà, il y a beaucoup d'argent. Donc, eux, ils prennent 16%. Donc, c'est ce que la loi a statué et c'est ce qui reste. Par contre, lorsque c'est à la Carrefour, l'État, qui est l'employeur, lui, paye, il prend en compte 12% dans les 20 ou 22% et l'employé lui-même, il prend les 8%. Alors, toujours dans la même procédure, c'est à peu près les mêmes choses parce qu'ils ont pour même objectif. Donc, les employeurs qui est l'État, à travers soit une direction, va déclarer individuellement les agents publics auprès de la Carrefour. Ça, c'est dans l'obligation. Donc, on a un
ou après tous ces détails-là rentrent en ligne de compte. Les cotisations doivent être versées à la Carrefour au plus tard le 15 du mois. Donc, par exemple, les cotisations du mois de septembre doivent être payées avant le 15 octobre. Donc, il y a un délai de 15 jours. Donc, le paiement aussi peut se faire aussi par différents moyens convenus. Donc, tout va rentrer dans les différents paramètres. Alors, donc, il y a beaucoup plus d'encadrement là-dessus parce qu'on va parler de majoration de retard. Donc, en cas de paiement tardif, une majoration sera faite de 1,5% par mois. Donc, l'employeur qui est l'État, il va précompter les cotisations sur la rémunération déjà de l'agent directement ou même indirectement. Alors, donc, nous sommes au thème de ce module-là, tout simplement pour dire que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce module ne vient pas vous, moi je vais dire ça, rendre euh, comme un gestionnaire des ressources humaines ou encore un juriste. Non. Premièrement, ça vient déjà vous informer parce qu'on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. En tant que personne, déjà, c'est très important de connaître quels sont nos droits. Qu'est-ce qu'on a droit, surtout en tant que jeune, en tant que travailleur? Parce que dans le monde de l'emploi, comme précédemment, quelqu'un l'a dit, chacun cherche ses intérêts. L'employeur cherche ses intérêts. Donc, s'il a la possibilité de passer par les failles pour ne pas vous déclarer, ça n'engage que lui parce qu'il ne va plus cotiser 16,5% pour vous. Mais donc, premièrement, c'est pour nous informer en tant que personne. Et deuxièmement, en tant qu'HSO, en tant que professionnel, on devient automatiquement partie prenante de l'entreprise. Donc, on est de l'intérêt même de la productivité de l'entreprise. Donc, on voit quels sont les différents enjeux même encore liés à la santé et sécurité au travail. Pourquoi c'est important aussi de les déclarer? Pourquoi ce n'est pas aussi important de minimiser la santé et sécurité au travail? Donc, j'espère vraiment avoir tourné autour de tout. Voilà les points concernant ce module. S'il y a des questions, je suis ouvert à les répondre. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Allô, bonsoir formateur, bonsoir chers collègues. Allez, bonsoir, monsieur Sommet. Ça va chez vous? Ça va très bien, ça va très bien. Et votre milieu de semaine, on va plus parler de début de semaine. Oui, ça se passe bien. Dieu merci. Ok. Alors, j'ai suivi vraiment avec intérêt ce cours. Alors, j'allais revenir peut-être sur deux points pour lever tout équivoque. C'est par rapport à la définition de l'accident de travail, C'est ça, où j'ai remarqué que la résidence ou le domicile est cité. c'est ça, Alors, et là, il n'y a pas de S à résidence, tout comme à domicile. c'est ça. Et j'attendais la fin pour poser cette question, mais j'ai vu que dans le développement, Oui, vous êtes revenu là-dessus pour signifier en tout cas les domiciles primaires et les domiciles secondaires. Et c'est ça. vraiment, ça me réjouit. Merci. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est le travailleur lui-même Oui, sur le chemin du travail ou bien du retour. c'est ça, Et là, il faut préciser aussi que il s'agit du travailleur parce que au cas où le travailleur sur l'axe transporte autrui, une tierce personne, c'est ça, et qui n'est pas son collègue, qui n'est pas aussi travailleur de l'entreprise en question, c'est ça. et ces deux institutions-là ne prennent pas en charge cette tierce personne. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Merci, monsieur Sommet. C'est une question Oui, ou c'est une ouverture? c'est une question. C'est une question. Donc, Voilà. déjà, merci pour votre intervention. Merci. Voilà, donc, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, c'est un cours qui se veut assez participatif parce que personne n'est
assez spécialistes en termes de juridiction qui tournent autour des droits humains. Et donc, nous, le plus important pour nous, c'est de pouvoir nous approprier tout ce qui est comme ligne directive qui cadre avec notre domaine. Et C'est ça. donc, merci déjà pour votre ajout. Ça permet aussi de faciliter aussi la compréhension des uns et des autres. Donc, pour Merci. revenir déjà à la question, Oui. donc, déjà, il faut savoir que c'est absolument juste ce que vous venez de dire, parce que tout est encadré. C'est la personne même de l'employé, parce que c'est lui le contractant. Et c'est lui déjà qui a monnayé son activité professionnelle. C'est lui aussi qui est le déclaré. Parce que dans la circulation en entreprise, on avait vu, bon, là, c'était beaucoup plus en présentiel, où lorsque l'employeur met à disposition de son personnel un véhicule ou un engin de service, automatiquement, l'employeur a la responsabilité de tout ce qui est comme gestion, maintenance, de sorte à ce que l'employé lui-même, en utilisant soit cet engin-là, ne soit pas exposé à un risque potentiel. Mais à ce niveau aussi, c'est encadré, où on va interdire même à ces employés-là de pouvoir soit prendre quelqu'un dans ce dit véhicule parce que s'il y a un sinistre ou encore un risque qui se manifeste naturellement, ce n'est pas sous la responsabilité, un, de l'employeur et deux, de la CNSS, de ces différentes parties prenantes-là. Donc, Oui. on dit que c'est vraiment encadré de sorte à ce que l'engagement soit entre employeur, employé et la CNSS ou la Carrefour. Donc, c'est très juste et ça vient encore même encore mieux éclairer la lanterne de tout le monde. Et là, j'appuie encore pour dire que voici encore même des mesures qui peuvent entraîner même le licenciement même de certains employés. Oui, 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 Donc, oui, parce oui. que les entreprises aussi comprennent beaucoup. Donc, en matière de ça, ils essaient de vraiment baliser, de sorte à ce que, surtout qu'on met un véhicule à votre disposition, vous allez remarquer, chez nous, c'est comme cela. Le véhicule, il est mis à ta disposition, mais naturellement, tu ne peux pas prendre quelqu'un dans ce véhicule-là. C'est juste pour le travail. Oui, Et tout oui, est oui. encadré. Il y a les GPS qui sont à l'intérieur pour pouvoir contrôler, voir est-ce que réellement, parce que toute la maintenance, la vidange, la réparation revient au compte de l'employeur. Merci, monsieur Sommet. Merci. Merci. Merci bien. Alors, donc, nous sommes toujours dans le temps. S'il y a des questions, ouvrez votre micro, posez ces questions. Donc, je vous montre là, je vais partager l'écran pour montrer d'autres documents. En attendant cela, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, ici, si je joins ce document, tout ce document sera mis à votre disposition. Donc, c'est l'ensemble de toutes les maladies professionnelles qui sont indemnisables au Burkina Faso, partant même de la définition et de tout ce qui encadre leur indemnisation. Donc, c'est un ensemble de plus de 73 pages. Le plus important pour nous, HSE, ce n'est pas de les maîtriser parce que ce n'est pas de notre ressort, mais quand même, c'est de aussi nous instruire parce que ça peut toujours nous servir pour nous-mêmes ou encore pour notre famille en tant que conseiller. Donc, ça sera aussi mis à votre disposition. Et donc, s'il y a des questions, vous ouvrez votre micro, toujours poser votre question. Formulaire de déclaration. Je vous montre aussi un exemplaire de formulaire de déclaration d'accident de travail. Voilà. Donc, un exemple de formulaire de déclaration d'accident de travail. Donc, sur lequel on a tout un ensemble d'éléments partant même de l'employeur. Donc, le nom de l'employeur, sa raison sociale, le numéro de l'employeur, l'activité professionnelle, la branche, la victime elle-même, quels sont les différents détails qui engagent la victime, l'accident, quels sont les détails même de
l'accident avec arrêt ou sans arrêt, quels sont les différents détails, les circonstances même détails de l'accident et quels sont les différents noms, les différents potentiels témoins. Donc, rien que la procédure même prend du temps. Allez, messieurs, Dauphiné a levé la main pour poser sa question. Oui, formateur. En fait, moi, j'ai une petite préoccupation. J'aimerais que vous reveniez, si possible, au niveau des indemnisations, où on parlait des accidents de travail au cas où l'employé euh, venait donc à perdre son travail et que l'employé devait payer donc un mois de salaire plus un demi-salaire pendant un moment donné. Oui. Merci. Alors, merci, monsieur Dauphiné. Alors, donc, il faut savoir que le Code du travail et de la convention collective est vraiment très vaste. Vraiment très vaste. Sinon, quand vous prenez l'article 26, il encadre cette indemnisation-là. Quand le travailleur est malade, voilà, ou quand il a un accident, que ce soit avec arrêt, soit journalier, voilà, sur le long terme, on va voir les conséquences. Est-ce que c'est avec une incapacité partielle pour pouvoir le reclasser? Par exemple, si un site, quelqu'un qui perd l'usage d'un bras, on ne le mettra pas à la porte, mais on verra dans quelle mesure on pourra le reclasser pour un autre poste, de sorte à ce qu'il ait toujours ces mêmes conditions. Donc, dans ce cas, le reclassement sera partiel, l'indemnisation sera partielle. Donc, si maintenant il est en incapacité, on verra dans quelle mesure on pourra lui attribuer une rente. Maintenant, en fonction maintenant de la durée, si vraiment on voit que ce dit employé-là ne peut plus répondre à soit ses facultés, voilà, pour pouvoir travailler comme il se doit, parce que le code du travail est clair là-dessus. Un contrat de travail, il y a trois éléments qui font le contrat du travail. Il y a l'activité professionnelle, il y a le salaire, et ensuite, il y a le lien de subordination entre vous et votre employeur. Donc, naturellement, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Donc, c'est ce que le code du travail nous dit. Parce qu'on vous paye telle somme parce que vous avez monnayé votre activité professionnelle. Donc, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Ça, c'est ce qui est dit. Et donc, lorsque vous êtes en incapacité même de travailler, le calcul de l'indemnisation va se faire en fonction de votre ancienneté. Donc, lorsque vous avez moins d'un an d'ancienneté, on vous donne plein salaire pendant un mois et demi-salaire le mois suivant. Après ça, si vous êtes déclaré à la CNSS, il y a d'autres procédures encore qui vont arriver, notamment avec tous les détails qu'on a vus de toutes les cotisations que votre employeur a cotisées et de vous-même, les 21,5%. Donc, après tout ça, ça sera mis à votre disposition. Mais dans l'immédiat, on va vous donner le plein salaire pendant un mois et demi-salaire le mois suivant. Lorsque maintenant vous avez 1 à 5 ans d'ancienneté, on va vous donner le plein salaire pendant un mois et demi-salaire pendant 3 mois suivants. Donc, vous dites que plus vous avez d'ancienneté, c'est-à-dire vous avez donné votre corps pour l'entreprise, et mieux, voilà, l'indemnisation aussi prend un certain temps. Et de 6 à 10 ans d'ancienneté, vous avez le plein salaire pendant 2 mois et demi-salaire pendant les 3 mois suivants. Donc, les articles sont clairs là-dessus. Voilà. Et ensuite, de 11 à 15 ans d'ancienneté, ça sera le plein salaire pendant 3 mois et demi-salaire pendant les 3 mois suivants. Et lorsque ça va au-delà de ça, ça sera les 4 mois plein salaire et demi-salaire pendant les 4 mois suivants. Arrivé à un certain niveau, l'entreprise ne pourra plus, voilà, vous indemniser quelque chose. Donc, c'est bon de connaître parce que ce sont ces mêmes articles aussi que l'entreprise aussi va prendre aussi pour pouvoir justifier son indemnisation ou aussi justifier l'arrêt même de l'indemnisation. Donc, voici un peu les éléments de réponse, M. Dauphin. Oui, formateur, je revenais. Oui, merci, M. Sommet. Voilà, c'est par rapport aux différents exemplaires émis en cas d'accident de travail.
Oui, oui, Et si j'ai bien suivi, je pense qu'il y a un exemplaire qui est, après la déclaration qui est adressée à la CNSS, oui, et le deuxième exemplaire à l'inspection du travail. oui, Et durant tout le déroulé de l'exposé, vous n'avez pas fait cas oui. de quand intervient l'inspection du travail en cas d'accident. De quand intervient l'inspection du travail Oh oui, en cas d'accident? oui. OK. Et donc, l'inspection du travail, naturellement, est le représentant direct de l'État dans le monde du travail. Donc, la CNSS ou la CARFO sera une branche qui vient en renfort pour assurer la protection mais ils ne sont pas des structures publiques parce qu'ils ont un plein pouvoir d'une direction, on peut parler de privé ou de semi-privé. Et donc, l'inspection du travail, déjà, l'entreprise, parce que lorsque déjà on recrute quelqu'un, qu'il soit national ou international, l'inspection du travail doit être obligatoirement informée lorsque nous intervenons dans le domaine privé, par exemple. Et donc, lorsqu'il y a un accident qui se produit, le même inspection du travail doit être informée parce que les deux exemplaires, un ira plutôt chez la CNSS pour tout ce qui est comme prise en charge. C'est comme une assurance, on cotise. Donc, naturellement, s'il y a un accident, c'est obligé de les informer. Maintenant, l'inspection du travail, il intervient avec une autre copie. Et c'est dans ce sens aussi que lui, maintenant, il se déploie aussi sur le terrain pour voir réellement, est-ce que ce qu'on vous a demandé là, est-ce que c'est réalisé? Parce que la même inspection nous dit d'identifier les risques et dangers, de les consigner dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, de proposer des plans de prévention, de sorte à ce que tous les travailleurs de l'entreprise donc soient protégés. Donc, ça les permettra aussi de pouvoir faire un suivi sur chaque entreprise et voir déjà quelles sont les entreprises à haut risque, quelles sont les entreprises déjà qu'on peut soit menacer au vu des accidents de travail déjà qui surviennent de tous les jours parce que c'est une obligation réglementaire. Donc, ils interviennent forcément. Ok, Voilà. merci. Merci, Monsieur Sommet. Merci. Donc, je ne sais pas toujours si vous voyez la projection. Est-ce qu'on voit la projection, ce qui est projeté? Parce que là, je ne... Oui, ici, on voit toujours. OK, d'accord. Et donc, voici les différents éléments déjà qu'on peut avoir. Voilà, qu'on peut avoir. Naturellement, je reviens là-dessus parce que là, je ne sais pas trop. OK. Ici, c'est bon. OK. Et donc, voici l'exemple du formulaire. Voilà, donc, on doit remplir. Voilà, donc, avec tous les détails. Donc, lorsque c'est un accident intervenu sur le lieu du travail, lorsque c'est un accident même du trajet, voilà, le rapport de police ou de la gendarmerie a-t-il été établi? Donc, vous voyez toutes les différentes parties prenantes qui vont intervenir sur un accident de travail. Naturellement, voilà, l'image même de l'entreprise prend un coup parce qu'on va voir les sapeurs-pompiers, tout va dépendre de l'état, de l'ampleur même du sinistre. La gendarmerie va venir faire son constat, la police, tout et tout. Et c'est tous ces rapports-là qui seront consignés, envoyés encore. Donc, les paperasses sont vraiment énormes. Ensuite, on va poser beaucoup de questions sur ça en fonction de tous les différents contenus. Donc, le parcours habituel emprunté a-t-il été détourné? On a toujours parlé de raisons professionnelles ou pas. Donc, tous ces détails-là seront pris. Donc, le siège même de la légion, la nature de la légion, voilà, l'élément matériel. Ensuite, on essaie de voir tous les autres éléments et observations avant même la signature et l'envoi officiel. Et donc, voici l'ensemble des éléments, en tout cas, que je voulais partager aujourd'hui. Je rappelle que tous ces éléments seront mis à votre disposition après le cours.
Donc, vous aurez naturellement tous ces supports. Donc, il est 22 heures. Est-ce qu'il y a des questions? On va les prendre. Sinon, on va mettre fin à la session. Donc, est-ce qu'on a des questions d'incompréhension, des ajouts ou des inquiétudes? Monsieur Laurent, allez-y. J'aimerais savoir si vous pouvez nous envoyer ce cours-là, parce que moi, je n'ai pas ça, hein, ce qui est sur l'écran actuellement. Oui, ça n'y est pas, ça n'est pas dans la clé. Donc, il y a certains cours qui ne seront pas dans la clé ou encore qui ne sont pas en ligne, mais tous les supports seront mis à votre disposition. Monsieur le formateur, le cours de la dernière fois, vous avez dit ça, mais j'ai remarqué dans le groupe que ce n'est pas envoyé. Le cours de la dernière fois, on a parlé de les observations des tâches. Oui, Donc, certainement, ça a été un oubli. Donc, je vous envoie après le cours. d'accord. Je vous Merci envoie bien. ça. Merci beaucoup. Merci pour le rappel. Donc, souvent aussi, il y a beaucoup de choses. Voilà, des fois, un petit message dans le groupe pour nous rappeler et puis bon, on mettra tout à votre disposition. D'accord. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, j'ai été très ravi de partager ce module avec vous. Monsieur Sommet, Monsieur Dauphine, Monsieur Cabré, Monsieur Laurent, voilà, Monsieur Bansé, voilà, Monsieur Souré. Voilà, ça a été vraiment très bénéfique. Voilà, ça a été vraiment participatif. C'est vraiment ce qui est attendu. Le plus important, c'est que chaque séance, chacun puisse atteindre son objectif. Et c'est ça le plus important. Donc, naturellement, on continue par la suite avec le programme de dimanche en ligne, avec les autres cours. Donc, un peu, on avance à la fin, mais le plus important, c'est que chacun atteigne son objectif, comme j'ai dit là. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'ajout, s'il n'y a pas de truc, allez, monsieur Dauphiny, levez la main. Oui, en fait, c'est pas une question, c'est juste pour rappeler j'avais personnellement demandé d'après le cours sur l'induction et la manutention, mais c'est jusqu'à présent pas à notre disposition. Donc peut-être que c'est juste pour vous Induction et rappeler. la manutention, vous avez demandé ça dans le Manutention. groupe? Oui, oui, j'avais laissé un texte pour ça. Mais Parce jusqu'à que, présent, je ne retrouve pas le cours là. parce que je profite en même temps, il y a beaucoup de supports. Donc, souvent, quand vous vous connectez, par exemple, il y a beaucoup de messages. Donc, naturellement, ça sera difficile de retrouver tous les messages. Donc, quand c'est comme ça, vous cliquez dans les recherches, dossiers ou documents, vous allez voir tous les documents qui ont été partagés. Et maintenant, si dans ces documents-là, vous ne retrouvez pas, c'est que ça n'a pas été partagé. Sinon, je pense que ça a été quand même mis dans le groupe. Mais quand même, je vais vérifier. Si ça n'a pas été fait, voilà, je vais les mettre. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. Et donc, merci à tous et à toutes. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très, très bonne continuité dans la semaine. Prenez soin de Formateur, vous. Oui, allez, monsieur Laurent. formateur. Oui, allez-y, Et en monsieur fait, Laurent. moi, je dois enquêter au Bénin ici pour savoir, parce que nous, ici, il n'y a que la CNSS que nous avons ici, OK. mais la, la seconde organisation qui s'occupe des travailleurs chez vous là-bas, je vais rechercher ça ici pour en savoir plus. Est-ce qu'il y a cette alternative à notre niveau ici? OK, d'accord. Mais je pense que, voilà, vous devrez l'avoir. Je pense que vous devrez l'avoir. Je ne sais pas en tout cas si c'est effectif, mais vous devrez l'avoir parce que l'État aussi travaille aussi à pouvoir protéger ses travailleurs. Donc, vous devrez quand même l'avoir. D'accord, merci bien. Passez une bonne nuit. Voilà, merci beaucoup. Donc, très bonne soirée à vous. Bonne suite de semaine. Veillez sur vous, veillez sur votre famille. La santé, sécurité d'abord. Donc, très bonne soirée. Ok, merci, bonne soirée à tous. Merci, Merci, merci. formateur. Bonne soirée à tous.